Bienvenue au Népal, le pays aux 8 sommets de plus de 8000 mètres. Coincé entre la Chine et l'Inde, c'est le grand réservoir de toutes les plaines d'Asie. Le Gange, le Mékong, le fleuve jaune y prennent leur source. L'Himalaya, c'est le paradis des alpinistes et des trekkers, l'occasion de se laisser porter par la magie de ce massif grandiose. C'est sur les sentiers du Langtang que je vais vous entraîner, à 100 km au nord de Katmandou, près de la frontière chinoise. Je passerai par les berges sacrées du lac de Gosaïnkund, à plus de 4000 mètres d'altitude, avant de redescendre vers les villages Sherpas de l'Elambu. Un trek de 5 jours à travers jungle, forêt, villages et populations locales. Mais au Népal, le voyage commence à Katmandou. J'ai rendez-vous avec Tsering. Les sentiers de l'Himalaya n'ont plus de secret pour lui. Il les arpente depuis 20 ans. Tsering est un Sherpa, l'ethnie la plus célèbre du pays, celle des porteurs et des guides. Les Sherpas ne sont pas des Népalais comme les autres. Ils pratiquent le bouddhisme dans un pays à 80% hindouiste. Pour commencer mon voyage, je me rends avec Tsering à Budnath, le plus important pèlerinage bouddhiste en dehors du Tibet. Et tu viens souvent, toi, ici? Ça m'arrive de venir à des jours importants, la nouvelle lune ou un autre jour, par exemple le jour de la naissance du Bouddha. Quand les Chinois ont envahi le Tibet en 1959, 15 000 Tibétains ont trouvé refuge au Népal. Au milieu des touristes, les moines prient pour leurs frères disparus quelques jours plus tôt au Tibet, lors d'un tremblement de terre dans la province de Kham. On ne peut pas venir à Katmandou sans passer par Asansol, le quartier où la population locale fait ses courses. Un dédale de ruelles, une multitude d'échoppes au milieu des klaxons et des gaz d'échappement. Coriandre, gingembre, curry. J'en profite pour acheter des épices dans cette ambiance unique. Ouais, c'est vivant en tout cas, hein. J'adore. Et là, on trouve quoi, c'est vraiment le marché local. Et ici, on trouve de tout ce qui est métal ou des tissus. Ouais. C'est un marché où les gens viennent acheter des épices, des légumes. On trouve de tout ici. Ah ouais. Le centre de Katmandou réel, si tu veux. Le vrai Katmandou. Ouais. C'est des feuilles de navet séchées. Oh non, j'aime pas. Ça me fait drôle de... C'est pas bon. Ça a quel goût? Bah, ça a un goût de pourri en fait. Ça, c'est le sel de l'Himalaya, le fameux sel. Le sel blanc et le sel noir, tu vois. Et le sel, il a des vertus médicinaux. Quand tu as mal à la gorge, tu vois, tu fais une infusion. Ah, Danyavat. Au Népal, la spiritualité fait partie du quotidien. À côté des épices et des plats en cuivre, on trouve les incontournables colliers d'œillets pour le rituel de la puja. Chaque matin, les Népalais se rendent au temple pour faire des offrandes aux divinités. Friandises, riz, fruits et petits cadeaux. Et là, ils font quoi les gens? Les gens, ils font le tour du temple. Toujours dans le sens des aiguilles de montre. Pour saluer les dieux et être protégés par eux, on sonne la cloche. La bougie, ça représente quoi? C'est un élément d'offrande, c'est la lumière, parce qu'on croit à la réincarnation. Oui. Et après la mort, ça nous c'est une prolongation. illumine notre chemin. Et là, c'est quoi alors le point qui se fond là, sur le fond? Là, ils se baignent eux-mêmes Oui, dans un récipient. Là, il y a la poudre de vermillon, une pâte. D'accord, ok.
de cette poudre. On se sert. Et les pétales de fleurs, ils mettent ça sur la tête, ils sont bénis. À quelques pas du marché d'Asantol, le quartier de Tamel, le souk des trekkers. Dans les années 60, la ville était le paradis planant des hippies. Aujourd'hui, Katmandou est un immense magasin de matériel de montagne. Avec plus de 200 agences de trek, le tourisme sportif est devenu l'activité principale du Népal. Chaque année, ça grossit, il y a des voilà, ça constructions. grossit, donc ils démolissent les anciennes maisons et puis ils construisent des grands bâtiments comme celui-ci. Là. Tous les magasins ici, les boutiques, tout ça, c'est destiné donc aux touristes. Et toi, ton avis sur le quartier personnel, c'est quoi sur l'évolution de ce quartier qui quand même grossit chaque fois? On accepte. Et bon, je pense que c'est dans le bon sens, parce que ça rapporte quand même des revenus donc pour la population, donc je pense que c'est une bonne chose. Depuis son ouverture aux étrangers dans les années 50, le nombre de touristes n'a cessé d'augmenter. Ils sont maintenant plus de 400 000 à visiter le pays chaque année. Et je suis en train de regarder le trekking qu'on va aller faire, donc on va aller dans le Langtang. Donc ça, c'est pas mal du tout. On va partir en fait d'Unche demain. Et à pied, on va faire tout ça. On va partir d'ici et on va aller jusqu'ici. Alors ici, à Tamel, dans le quartier touristique, on trouve tout ce qu'il faut. On peut partir de chez soi avec un petit sac à main et acheter tout ce qu'il faut, que ce soit, ça va du trekking, du matériel de trekking, aux cartes, aux livres. On trouve tout ce dont un trekker a besoin, principalement des contrefaçons des marques les plus réputées. Facile à repérer et vendu à des prix défiant toute concurrence. Je me contente de compléter l'équipement que j'ai apporté. Avant de partir pour mon trekking, une petite séance d'escalade sur le mur artificiel dans la banlieue de Katmandou. Thank you so much. Perfect. So harness we put the interlock system harness. 3 kilometer, 3 run it. Parmi les instructeurs de l'association népalaise de haute montagne, Serap a déjà réussi 3 fois l'Everest. Son rêve, être le premier Népalais à gravir les fameux 14 sommets de plus de 8000 mètres. La vie de guide de haute montagne est une vie très dangereuse. Pour devenir guide, il faut d'abord bien s'entraîner. Et il faut apprendre à connaître la montagne avant de partir l'escalader. On peut alors rester en vie et prendre soin de la vie des autres. Les passionnés qui déboursent jusqu'à 50 000 € pour gravir l'Everest sont généralement encadrés par des guides occidentaux. Et pourtant, les guides népalais sont aussi capables de mener les cordées. Pasang est l'un des fondateurs de l'association. Il forme des jeunes qui apprennent à répondre aux exigences des clients internationaux. Ma première voie d'échauffement sur le mur d'escalade est plutôt facile. Mais lorsque Pasang me suggère l'itinéraire le plus difficile, c'est une autre histoire. Et les bras me chauffent. I can't. Mais tu vas y arriver. Punaise. Il y a 6 ans encore, les jeunes que je rencontrais me demandaient « C'est quoi l'escalade ?» Ils ne connaissaient pas.
C'est pourquoi nous voulons commencer par enseigner aux jeunes générations les rudiments de l'escalade. Ici, les techniques sont un mélange des techniques américaines, françaises et italiennes. L'association népalaise des guides de montagne dont je fais partie édite un manuel dans lequel nous expliquons toutes ces techniques. On va prendre la méthode française pour faire les nœuds, par exemple. Chaque fois, nous décidons ce qui est le mieux pour la région de l'Himalaya. Pour Pasang, les guides népalais doivent maîtriser tous les termes techniques. Ne pas se comprendre à plus de 8000 mètres, c'est la catastrophe assurée. Voilà notre livre. C'est un petit guide à la fois en anglais et en népali. C'est plus facile pour nos guides d'avoir la traduction en népali. Les termes pour les nœuds sont aussi traduits. Ça c'est dangereux, ça c'est bon. Tout est expliqué en népali. Si tu veux, tu peux le garder, on en a beaucoup ici. Oh, thank you so much. Oh, thank you. Pour se rendre à Dunche, point de départ du trek, il faut prendre le bus. Direction l'immense gare routière de Gongamu. Ça grouille de partout. Dans ce pays, l'un des plus pauvres du monde, pas de train. Le transport des marchandises s'effectue par camion. Malheureusement, le réseau routier est un peu à l'image des vieilles guimbardes qui s'entassent dans la gare. Délabré. Donc on est à la station locale, de bus local à Katmandou et on va prendre un bus pour aller à Dunche. Il y a à peu près 9 heures de bus un petit peu sur la piste. Voilà. Départ prévu à 7 heures. Il est déjà 8h30, en retard normal ici. Quant au siège réservé, faut pas trop y compter. « 80 km seulement séparent Katmandou de Dunche. Il nous faudra à peu près 9 heures pour les parcourir. Les 20 premiers kilomètres sont bitumés, mais après c'est 60 km de pistes, de nids de poules et d'éboulements. Ça secoue. La route longe la rivière Trizouli, un décor typique de l'Asie. Des rizières, des manguiers, des bananiers qui prolifèrent sous le climat tropical de la plaine. Après 3 heures de route, premier incident. Un éboulement de terrain dû aux pluies de la veille. Cette route doit devenir un jour l'axe routier vers la Chine. Les travaux avancent, mais personne ne peut dire quand ils seront terminés. L'axman, le chauffeur, ne se fait pas d'illusions. Il zigzaguera encore longtemps sur cette piste. Tu fais cette route combien de fois par semaine? Une fois par semaine, 3 à 4 fois par mois. Et c'est dangereux? Oui, c'est dangereux, sur certaines parties surtout, mais on est habitué. Est-ce que c'est un bon gagne-pain? Conduire le bus toute l'année, c'est juste suffisant pour acheter des habits et à manger. On compte sur les enfants pour l'avenir. Je gagne environ 500 € par mois avec ce travail et j'ai 2 jours de congé seulement. La situation est difficile au Népal. Ça fait 5 ans que ça dure et c'est pas prêt de changer. 30 minutes d'arrêt, pause pipi été et c'est reparti.
poste de contrôle de Rasuwa, Tsering m'attend avec nos permis de randonnée. Dans tous les parcs nationaux du Népal, les touristes étrangers doivent payer un droit d'entrée. 1000 roupies pour le Langtang, soit 10 € chez nous. À l'échelle du pays, c'est énorme. Ça, c'est notre permis de trekking, le droit d'entrée dans le parc national du Langtang. Cette taxe qu'on paye contribue à l'entretien du parc. Ouf! Plus que quelques kilomètres avant d'arriver à Dungche, le terminus de la route. C'est ici, à 2000 mètres d'altitude, que commence mon trek dans le Langtang. Nous sommes en pays Tamang, une ethnie originaire du Tibet voisin. Les Tamangs sont un peuple de montagnards et comme les Sherpas, ils accompagnent les expéditions vers les sommets. Donc demain matin, on va partir à 7h30 et on va aller ici à Singompa. Donc là, on est à 2000 mètres d'altitude et demain, on va monter jusque vers 3200 mètres d'altitude. Ça va être une bonne journée et ça va faire du bien de marcher et de traverser tous ces espaces. Et ça va être a priori plutôt jungle demain, humide et jungle. Demain, une étape de 1300 mètres de dénivelé. J'ai hâte que ça commence. C'est beau. Tout le monde est debout. C'est à 5h du matin. Le jour se lève. Au petit matin, le rituel du trekker, faire son sac. Mais au Népal, si on loue les services d'un porteur, on peut partir léger. C'est très facile à organiser. On va de lodge en lodge. On n'a pas besoin d'avoir toute une organisation, toute une logistique derrière. Et on avance à notre rythme. Donc voilà, donc tout ça tient dans ce sac de 58 litres. Ça fait à peu près 15 kilos. Et celui qui n'a pas envie de porter son sac, il fait très facilement appel à un porteur. You can help me? J'ai envie d'essayer la hotte de Dorje, un porteur. Environ 30 kilos sur le front. Bonjour les cervicales. Ah, qu'est-ce qu'elle est forte, cette femme. Bon, on va où? Quelle hotte. Pas très confort pour le dos, mais ça va, quoi. Ok, we go. Ça, c'est du look, hein. Elle est comme une porteuse népalaise, là. C'est mieux d'être aidé pour placer le doko sur le dos des porteurs. Ouais. 30 kilos, c'est la limite officiellement autorisée pour un trek en dessous de 5000 mètres, mais elle n'est pas souvent respectée. Les porteurs comme Dorje partent à l'aube. Ils sont souvent les premiers à arriver au lodge suivant. Aujourd'hui, il lui faudra 6 heures pour se rendre à Singompa. Une petite heure après le départ de Dorje, je me mets en route. Je dois rattraper Tsering parti en éclaireur. Le parc national du Langtang, le plus ancien du Népal, a été créé en 1971. 4500 touristes seulement empruntent chaque année ces sentiers, alors que celui du Tour des Annapurna en attire 60 000.
Dans le Langtang, nous sommes loin des mythiques 8000 mètres que les amateurs rêvent d'approcher. Dès que l'on quitte Dunché, le sentier est peu fréquenté et traverse une forêt luxuriante avec des arbres tous plus hauts les uns que les autres. Plus loin sur le sentier, je rattrape Dorje. C'est un Sherpa citadin. Il vit à Katmandou et travaille en montagne durant la saison des treks, de début mars à fin mai et de septembre à novembre. À 24 ans, il est porteur depuis 10 ans déjà. Il est payé 500 roupies par jour pour ce trek, soit environ 5 €. Pour une expédition d'1 mois sur un sommet, il peut gagner jusqu'à 1 000 €. Beaucoup d'argent dans un pays où la majorité de la population vit avec moins de 2 € par jour. J'ai déjà vu, par exemple, des porteurs qui portaient le double et qui gagnaient le double. Est-ce que ça lui arrive aussi de faire ça? Certains le font pour l'argent, bien sûr, mais porter plus de charges, ce n'est vraiment pas bien, c'est risquer sa vie. C'est un métier très dur, vous savez. Je ne pense pas le faire très longtemps encore. Un peu plus haut, je tombe nez à nez avec 3 os, un croisement de vaches et de yaks, pressés de redescendre dans la vallée. Arrivé au camp militaire de Singompa, dernier point de contrôle sur ce versant de la montagne. Entre 1996 et 2005, les militaires avaient pour mission de lutter contre la guérilla maoïste qui réclamait le départ du roi et l'instauration de la démocratie. Bilan des combats, 13 000 morts. Aujourd'hui, la royauté a été abolie et les maoïstes font partie de l'opposition démocratique. Ok, bye bye. Je repars dans une forêt de plus en plus dense et sous un ciel menaçant. En montagne, le soleil et la chaleur peuvent laisser place au froid et à la neige en quelques minutes. J'approche de Singompa et ses extraordinaires massifs de rhododendrons. Dans cette région, ils prolifèrent entre 2000 et 3500 mètres d'altitude. C'est magnifique. J'arrive au terme de ma première étape, de mon premier jour, et c'est vraiment magnifique. C'est forêt de rhododendrons. Et là, on arrive à Singompa et ça a l'air superbe. Allons-y. Namasté. Wow. Que c'est joli. Waouh! Wow. C'est beau, regardez ça. Il y a beaucoup plus de trekkers qui viennent l'automne, alors que le printemps, c'est fantastique. C'est la floraison, c'est comme chez nous. Dépose du sac dans ma chambre et à table. Au menu, les fameux momos, des sortes de gros raviolis cuits à la vapeur, et du riz blanc pour accompagner le dalbat, le plat national. Tout cela préparé par Suba, le patron du lodge. That is potatoes, pommes de terre et ail, potatoes garlic, veggie, légumes. Suba, tu es à ton lodge depuis à Singompa depuis combien de temps? Ça fait 26 ans que je suis installé ici. Et il y a déjà des touristes à cette époque? À cette époque, il y avait peu de touristes. Quand les touristes ont commencé à venir, je suis venu m'installer ici. Et avant, j'avais une bergerie dans la montagne.
Singompa est un passage obligé sur ce trek. En pleine saison, Souba et son équipe servent jusqu'à 40 repas par jour. C'est le plat national. Du riz, un curry de légumes et le dal, donc la soupe de lentilles. Et c'est ce qu'ici, tout le monde mange le matin, le midi et le soir. Donc ça tombe bien, j'aime les épices. Et c'est super bon. Pour alimenter son lodge en électricité, Souba a installé des panneaux solaires. Une source d'énergie bon marché dans ces montagnes. Le futur du tourisme est lié à la sécurité et à la paix dans le pays. Le tourisme va augmenter, c'est sûr. Je suis confiant pour l'avenir. Mais si la situation politique se détériore, ça peut avoir des conséquences désastreuses. Il est 7 h du matin. Je pars pour ma deuxième étape. Nous quittons Singompa pour rejoindre l'Orébignac, à 3900 mètres d'altitude. Je suis toujours dans une superbe forêt de rhododendrons. Difficile d'imaginer que cet endroit soit menacé. En 50 ans, un tiers de la forêt népalaise a disparu. Waouh, c'est magnifique ça, hein? C'est beau. On est en pleine saison de rhodo. De rhodo. Je pense qu'il y a une dizaine de variétés de rhodo au Népal. Et c'est un bois très utile parce qu'on l'utilise aussi pour le combustible en fait. Mais on récupère les rhodos morts qui sont tombés. Voilà. Comme on peut voir là par terre. Là. Ouais. Et puis les gens maintenant, peu à peu, donc ils prennent conscience de l'importance de la forêt, de la végétation, etc. Donc il y a un effort de la conserver aussi. Et il y a plus de 100 espèces de différentes plantes médicinales, toxiques. Et surtout, la particularité de ce parc, c'est qu'on trouve le Red Panda, le panda rouge. Il est un peu en voie de disparition, non? Voilà, c'est un animal donc, en voie de disparition. Ici, donc, il y a des léopards, et puis plus haut, donc à partir de 4000, il y a aussi léopards de neige. Et puis derrière, donc, on a Langtang, voilà, c'est un 7000. Et ça, c'est le sommet qu'on voit depuis Katmandou, un des sommets les plus proches de la vallée. On retrouve cette sérénité, la paix, la spiritualité. Aujourd'hui, pas de panda ni de léopard en vue. Mais la randonnée se poursuit dans des paysages toujours plus grandioses. Nous approchons de l'Orébignac, où je vais passer la nuit dans un lodge pour m'acclimater à l'altitude. J'ai des ampoules aux pieds et je suis malade. J'ai besoin de faire une pause. Là, donc, je suis arrivée à l'Orébignac, à 3900 mètres d'altitude. C'est très très beau. Je me sens juste pas bien. Je suis tombée malade dans la nuit. Problème, je pense, intestinal. Donc avec les vomissements, de la fièvre, donc c'est pas la grande forme. Malgré la fièvre et les nausées, je poursuis lentement mon trek pour rejoindre le lac de Gosaïkund. Tous les ans, au mois d'août, 20 000 pèlerins gravissent ce sentier jusqu'au lac, l'un des sanctuaires de Shiva, le dieu suprême des hindous. Le Gange, le Mékong, le fleuve jaune, c'est ici que les plus grands fleuves d'Asie prennent leur source. Cette réserve d'eau douce est aujourd'hui menacée. Binod, professeur en sciences environnementales à l'université de Katmandou, a emmené ses étudiants sur le terrain pour constater de visu les effets du réchauffement climatique. Il y a deux problèmes qui sont liés ici. D'un côté, le niveau du lac diminue, alors qu'avant il était plus haut. De l'autre, le glacier n'avance plus autant, il recule.
Aujourd'hui, nous sommes très tristes. Il y a 4 ans, le niveau du lac était plus haut et le glacier descendait beaucoup plus bas. La source de ce lac, c'est l'eau du glacier. La plupart des scientifiques spécialisés en environnement pensent que ce lac va disparaître. D'ici 100 ans, il n'y aura peut-être plus d'eau et le lac sera asséché. C'est un gros problème. Il faut que chaque individu se responsabilise. Une seule personne ne peut pas tout changer, mais on peut faire quelque chose. C'est pour ça que nous sommes ici. Pour le professeur, une prise de conscience par la nouvelle génération est essentielle. Les 10 étudiants de Binod ont entre 22 et 25 ans. Ils n'ont pas hésité à faire cette randonnée éprouvante de plusieurs jours pour voir le lac. Mais pour eux, c'est aussi un pèlerinage. C'est ma première visite au lac Gosaikun. C'est très beau, très paisible. Je n'arrive pas à l'expliquer. Je suis très contente d'être montée jusqu'ici, mais le chemin était très dur. Je pensais ne pas y arriver, mais je suis contente d'avoir réussi. Il faut qu'on protège cette nature magnifique et ainsi on pourra vivre mieux nous aussi. En été, pendant 5 jours, les pèlerins prient, chantent et dansent en l'honneur de Shiva. Il faut tourner autour du temple, sonner la cloche et réciter Om Mane Padme Hung. Les hindouistes, eux, tournent en récitant Om Shiva. Bien que bouddhiste, Singhi participe chaque année au pèlerinage des hindous. Il habite plus bas dans la vallée où il cultive des pommes de terre. L'été, il installe des tentes sur les berges du lac pour les pèlerins. Tu es aussi porteur, alors je crois qu'aujourd'hui tu as fait un portage pour ravitailler le lodge. Oui, j'ai emmené des pommes de terre. Je vais te dire, tu sais ce que j'ai mangé hier soir, ce que je mange depuis 3 jours. Je mange des pommes de terre bouillies depuis 3 jours. Ah bon? Tu n'as mangé que des patates? À partir d'aujourd'hui, on va manger seulement des œufs, d'accord? Et les deux, là, vous n'avez pas mangé d'œufs, je le vois. Alors vous êtes essoufflé. Moi, je ne suis pas essoufflé et je marche vite. Beaucoup plus vite que vous. Aujourd'hui, je suis donc ici au lac Gosaikun et je vais me rejoindre Tarepati. Ça va être, je pense, une longue journée, une journée de 7-8 heures de marche. On va passer un col à 4600 mètres d'altitude et ensuite on va redescendre pour rejoindre Tarepati. Oh là là. Il y a plein de plastique, c'est quand même, de bouteilles. Il y a plein d'ordures. C'est un véritable problème. Là, c'est dans un trou, mais là, tout autour, il y en a de partout. Il faut ramasser et puis faire un petit peu comme il faut, quoi. Ça, c'est manque d'éducation, manque de conscience. Normalement, donc, les propriétaires des loges, ils ont suivi donc, des stages. Comment gérer le loge, comment gérer donc, les poubelles, etc. Brûler les plastiques, les papiers. Les papiers. Redescendre le verre, c'est ça? Redescendre les verres, parce que les bouteilles de bière, c'est recyclé, ça se vend même. D'accord. Hein, et on leur apprend tout ce qui ne brûle pas, les enterrer dans un trou. Dans le Langtang, ces décharges sauvages ne sont pas une exception. Les moyens pour lutter contre ce fléau sont dérisoires. Quelques amendes, 2 rangers et 40 militaires dans ce parc de près de 2000 km². Ça y est, j'aperçois le point culminant du trek, le col de l'Orebina,
à 4610 mètres d'altitude. Et là, je suis au col. Alors la tradition bouddhiste, quand on arrive donc à un endroit élevé comme ça, ou à un col, on met donc une pierre et on récite Keke Soso Hagalo. Ça veut dire victoire de Dieu. Keke Soso Hagalo. 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 Keke Soso Hagalo. Oh zut, il est tombé. Je refais. Keke Soso Hagalo. Ah. On met toujours les drapeaux. Des drapeaux de prière bouddhistes. Hein? Et on les met toujours là parce voilà. Il faut qu'il y ait du vent. Il y a toujours du vent pour que les prières puissent s'envoler. Et tous les êtres qui sont touchés par ce vent bénéficient donc des énergies positives et des mérites de ces mantras sacrés. Et en même temps, on fait aussi une offrande quand on peut faire brûler de l'encens. Et j'ai toujours beaucoup d'émotions quand je passe des cols comme ça avec tous ces drapeaux. On sent qu'il y a, je sais pas, c'est du ressenti. C'est difficile à exprimer et à expliquer et à partager, mais intérieurement c'est très fort. On est à 4600 mètres d'altitude. On n'est pas vraiment à des altitudes où l'être humain est fait pour vivre. On sent vraiment que c'est la nature qui reprend ses droits. De l'autre côté, c'est la vallée de l'Elambou. C'est ici que généralement les touristes terminent le trek et repartent sur Dunche. Moi, je vais continuer dans une longue traversée pour rejoindre les villages Sherpa accrochés au flanc des montagnes. J'arrive au bout de l'étape, je suis un peu out, on est à 3600 mètres d'altitude, je suis bien contente d'être arrivée et de soigner mes bobos aux pieds. Zimba est installé à Tarepati depuis 18 ans. Les touristes reviennent depuis la fin de l'insurrection maoïste. Pourtant, il s'inquiète pour son gagne-pain. Dis bonjour, allez, dis bonjour. Depuis janvier 2010, les propriétaires de lodge n'ont plus le droit de couper du bois pour se chauffer et cuisiner. Il faut aller chercher le gaz ou le kérosène à Katmandou. Ça coûte beaucoup plus cher. Zimba a encore quelques bûches en réserve, les dernières. Donc ça, c'est ce qui te reste en bois. C'est tout ce qu'il y a, madame. Si on y va doucement, c'est suffisant pour 7 jours. On a ramené un chauffage à gaz. Vous avez dû le voir dans la salle à manger. Mais ces petits appareils, ça chauffe pas grand-chose. En plus, on a très souvent des grèves au Népal. Des grèves qui peuvent durer 1 mois ou 2. Et dans ces cas-là, il y a pénurie. Alors, comment on fait pour travailler? Pour exploiter son auberge, Zimba doit verser environ 300 € par an au parc. Une très grosse somme pour lui. Et sans aide pour le kérosène, il craint de ne pouvoir continuer à vivre ici. Mais malgré tout, il s'accroche, car il n'a rien d'autre. Ça, c'est la guitare Sherpa. Merde, c'est la guitare ou c'est moi? C'est Tongma. On prononce Tugna. En Sherpa, ça s'appelle Trambien.
Tamnien. Ça s'appelle Tamnien. mon Sherpa. Allez, tape des pieds avec moi, hein. Je suis pas dans le rythme du tout. Bye bye. Je quitte Zimba pour ma dernière étape du trek. 6 heures de randonnée à travers la forêt. Nous sommes en territoire Sherpa, à une altitude qui se situe entre 2500 et 3000 mètres. Avant de rallier Sermatang, le terme de notre périple, je vais traverser des villages à flanc de montagne. Après 2 heures de marche, nous approchons de Melangki Giyang, le premier village. Surprise, je tombe sur quelques femmes Sherpa en chouba, l'habit traditionnel de fête. It's beautiful. It's a Sherpa? Oui, c'est l'habit Sherpa. Oh. Beautiful. Bijoux en or, colliers de turquoise. Elles sont en tenue traditionnelle pour participer à la cérémonie bouddhiste du village voisin. Sherpa. All Sherpa. Des chortènes, des monuments funéraires jalonnent le sentier. Ils symbolisent la progression de Bouddha vers l'éveil. Melangki Giyang est à 2500 mètres d'altitude. Champs de maïs, pommes de terre et colza, potager en terrasse. On vit exclusivement de l'agriculture. Ici, le tourisme est encore préservé. Les paysages sont reposants et harmonieux. Bah, tu vois, moi, mes haricots, ça fait ça, moi. Ils vont faire de l'huile. De l'huile. C'est à l'intérieur, je pense. Ouais. Ouais. C'est marrant, parce qu'on pourrait s'attendre à ce que ce soit gras. Ouais. Parce que les femmes, tu sais, dans la vallée de Katmandou, ils utilisent ça, les Newars, les femmes Newars ou autres, utilisent ça pour le massage, après l'accouchement, tu sais. Donc on trouve de pommes de terre, maïs, colza, poireaux, ciboulette, choux. Il y a quelques fruitiers aussi, comme celui-là, là, c'est des pommes, des pommiers. Il y a un pêcher là, à côté. On est à 2500 mètres. On est à 2500, ouais. Oui, parce que ce qui se cultive le plus haut, je crois que c'est les pommes de terre, hein, ce qu'on peut vraiment cultiver le plus haut. Ouais. Jusqu'à ici au Népal, ça va être jusqu'à quoi, 4000 mètres? 4004. Dans le Khumbu, il y a des champs de pommes de terre jusqu'à 4004, carrément près du glacier, quoi. Je repars vers Tarkegiang, ma prochaine étape à 2 heures de marche. Sur mon chemin, je rencontre Pemba. Elle tisse la laine de mouton pour faire un balcou, une veste typique de la région. Elle m'explique qu'elle a quitté Tarkegiang de bonne heure ce matin, avec ses sacs de maïs, pour les moudre dans le petit moulin que les villageois ont construit.
Pemba vit seule avec son fils. Son mari travaille depuis 2 ans en Inde sur un chantier. Elle espère qu'il rentrera pour la première fois d'ici quelques semaines. Dans ces campagnes pauvres, l'exil est une des solutions pour faire vivre sa famille. Katia. Quoi? Non. Plus bas, un long bâtiment. C'est l'une des écoles de la région. L'éducation est une des priorités du nouveau gouvernement. Pour y parvenir, les enfants, en principe, ne doivent pas avoir plus d'une demi-heure de marche entre leur village et l'école. Lakpa est l'un des 2 instituteurs. Ce matin, d'abord, on va étudier le népali. Ensuite, on fera des maths. Et comme on est vendredi, on finira par de l'anglais. Les enfants qui viennent étudier ici ont entre 5 et 12 ans. Ils suivent les cours jusqu'à la fin du primaire. Ensuite, certains vont à Katmandou pour continuer leurs études. D'autres restent dans la région, à Gourmadevi par exemple, où il est possible d'étudier. Les 2 petites là, ce sont les petites sœurs des 2 grandes filles à côté. Dans ce poème, pouvez-vous me dire à quoi se rapportent les mots beauté et plénitude? Qui peut me le dire? Allez, d'après vous, qu'a voulu dire l'auteur? Bientôt 1 semaine que j'ai quitté Katmandou. J'approche de Sermatang, la fin de mon trek. Nous sommes redescendus à 2000 mètres d'altitude. Je commence à ressentir la fatigue et je rêve de bons petits plats. Alors, je vais vous dire de quoi j'ai envie. D'un bon verre de vin, de protéines. Quand on croise des personnes, on commence à discuter, à parler nourriture. Donc c'est un signe. On parle côte de bœuf, gros sel, comment on cuit la côte de bœuf. Demain, je quitte Tsering et les contreforts de l'Himalaya. Voilà, j'arrive au bout. Et arrivé à la fin d'un voyage, il y a toujours un vide. Il y a toujours un petit moment de mélancolie, même si on a envie d'arriver parce qu'on commence à fatiguer. Mais ça a été un voyage magnifique. Mais avant, j'ai la chance de pouvoir assister à une cérémonie bouddhiste très importante pour les habitants de la région. Ils vont se rendre au pied du mont Amayangri et y célébrer une puja. Pendant 2 jours, prières, chants et danses vont honorer la montagne protectrice. Les villageois apportent des offrandes, nourriture, argent. En échange, le lama leur offre la kata, une écharpe blanche déposée autour du cou en signe de respect. Namaste. Thank you. Thank you.
L'Himalaya, la mère de toutes les montagnes comme on l'appelle, est un lieu sacré de vénération pour les Népalais. Et ceux qui, comme moi, ont emprunté ces chemins se seront peut-être approchés de ce que cherchait Bouddha, le nirvana, la paix intérieure.